Des changements sont opérés dans la prise en charge des dialysés. On note une baisse de plus de 50 000 francs CFA des coûts de soins pour les cas aigus. Dans ce journal, des patients apprécient. Au Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, c'était la journée du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. La page spéciale Cipto vous invite à découvrir les potentialités culturelles et touristiques de ces deux pays. Marguerite Douagneau aura comme invité le ministre ivoirien du tourisme, M. Roger Kakou. À Dakar, il y a pénurie d'eau et les populations se tournent vers une nappe phréatique située dans la banlieue, une alternative porteuse de risques pour la santé. Madame, Monsieur, bienvenue aux 20h sur la RTB. Tout d'abord, le président du Faso a regagné Ouagadougou ce matin après un séjour aux États-Unis au cours duquel il a pris part à la 68e Assemblée générale des Nations unies. En marge de cette session de haut niveau, Blaise Compaoré a eu des rencontres bilatérales et multilatérales, de même que des échanges avec des investisseurs et les compatriotes vivant au pays de l'oncle Sam. En attendant de revenir sur ces aspects du séjour du chef de l'État, le président Compaoré dresse un bilan de ce voyage. Il s'exprime au micro de Urbain Benito Somé et Alfred Nikiema. Bien, je dois dire que je repars très satisfait des nombreux contacts que nous avons eus avec bien sûr les autorités américaines, tout comme avec les Américains dans différentes associations qui étaient intéressés à comprendre comment l'Afrique pouvait mieux sortir de l'instabilité et des conflits à travers les dialogues, les médiations, pour lesquels nous sommes, nous, Burkina Faso, fortement engagés. Bien sûr, nous sommes aussi satisfaits de la rencontre au niveau des Nations Unies pour faire avec le monde le point de la situation de la paix et du développement et aussi de dire la vision et les attentes du Burkina Faso. Et nous sommes particulièrement réjouis de voir qu'une initiative stratégique va être prise pour accompagner les pays du Sahel dans une meilleure gouvernance, dans une meilleure gestion de leur sécurité, mais aussi sur des questions humanitaires qui sont aujourd'hui des graves préoccupations pour la région. Les militants du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur sont en congrès pour faire le bilan du bureau national. Le 22e congrès invite au renforcement de la mobilisation pour une meilleure représentativité du SNES. Reportage signé de Ousmane Drabo et Oumou Sissé. Élargir sa base pour renforcer son dynamisme, c'est sous ce signe que se tient ce 22e congrès ordinaire du syndicat national du secondaire et du supérieur. Pendant 2 jours, les syndicalistes vont faire le bilan des activités du présent mandat. Le transfert du poste primaire et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sera également évoqué. Ce n'est pas que nous sommes opposés au transfert, c'est qu'il y a eu une précipitation telle que si on y va maintenant, on désorganise tout le système éducatif. Donc nous avons, en tout cas dans l'ensemble des syndicats de l'éducation, exigé que certaines questions soient solutionnées avant qu'on aille au transfert. À ce congrès, la question du Sénat a refait surface et le SNES a réaffirmé son opposition quant à sa mise en place. Un regard rétrospectif sera aussi jeté sur les activités du bureau national sortant. Nous avons fait un mandat de 3 ans où nous avons remporté d'importants acquis pour les travailleurs de notre secteur et nous nous en réjouissons. Et donc nous souhaitons que dans la même continuité, le nouveau bureau qui va entrer en tout cas en activité dès demain puisse continuer dans la même chose, dans la même lancée, pour qu'on ne fasse pas moins
que ce qu'on a déjà acquis ces 3 dernières années. La rencontre de Ouagadougou du SNES a réuni les militants et sympathisants du syndicat, mais aussi des collaborateurs venus de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 72 heures de la rentrée scolaire, mais l'école de la gare de Bobo-Dioulasso est loin d'être prête pour accueillir les élèves. Au moins 4 salles sont sans toiture. Elle a été décoiffée le 7 juin après une grande pluie et depuis lors, les multiples démarches de la direction de l'école et de l'association des parents d'élèves sont restées pour l'instant sans suite. Le reportage de Ahadi Sandamba. À 48 heures de la rentrée des classes, l'école de la gare de Bobo-Dioulasso est toujours dépourvue de 4 salles de classe, de magasins et de bureaux du directeur. En effet, le bâtiment a été décoiffé en partie par un vent survenu dans la nuit du 7 au 8 juin dernier. Et depuis, c'est toujours le statu quo. Pendant la composition, nous étions obligés d'attendre qu'une école finisse toutes ses compos pour que nous partions commencer le compo vers midi. Vraiment, nous ne savons pas ce que nous allons dire aux parents le 1er octobre. Du côté des parents d'élèves, l'on ne sait plus à quel sein se vouer au regard de la situation. J'ai 3 enfants ici. Il y a un qui a CP1, il y a un qui a CM2, il y a un qui a CE1. On ne sait pas, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis ce temps-là, moi-même, je me pose la question, les enfants, où ils vont rentrer pour faire l'école? La situation est marrante, vraiment, je n'arrive pas à dormir à cause de ça. On ne sait pas que dire. Les parents nous embêtent. Des fois, d'autres croient que c'est le bureau APE qui ne fait pas son travail. Alors que, franchement, moi et puis mes éléments, on a fait le tour. On a tourné, on a frappé des portes. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. En commençant par le gouvernorat, on voit le SG du gouverneur qui nous a envoyé chez madame le haut-commissaire. Et arrivé là-bas, elle nous a promis, elle nous a entendu et puis elle nous a promis qu'elle fera tout pour toucher le maire central. Approchées, les autorités municipales rassurent l'ensemble des acteurs sur la réfection de l'école dans des meilleurs délais, car, disent-elles, le dossier est en bonne voie et mieux encore, c'est la dernière ligne droite. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. On peut donner peut-être 1 semaine, 10 jours, en tout cas pour pouvoir retaper l'école. Et ce serait fait. C'est une question de procédure. Sinon, vraiment, je le regrette énormément. Ce qui se passe, nous sommes tous écœurés devant cette situation, de voir que nous pouvons le faire, mais les procédures nous bloquent. Et c'est à tous les niveaux où nous avons des contraintes de procédure. Mais comme je vous l'ai dit, la procédure a été déjà, en tout cas, très avancée. La procédure est vraiment avancée. Le dépouillement a été fait. Un entrepreneur a été retenu. Maintenant, nous attendons. Mais en attendant, c'est une école qui a perdu du crédit vis-à-vis des populations, car depuis l'incident, ce sont plus de 50 élèves qui ont quitté cette école au profit d'autres. Et pire encore, le recrutement pour la classe du CP1 n'a enregistré que 6 élèves, nous a confié le directeur de l'école. Une école qui a fait un succès de 97% au certificat d'études primaires 2013 et près de 40% à l'entrée en 6e. Ne serait-il pas une perte pour tous si cette école venait donc à disparaître ? Leur cible, c'était des clients de banque qui effectuaient un retrait d'au moins 10 millions de francs CFA. Ils dépouillaient leurs victimes selon une technique bien rodée. Et la bande a été arrêtée le 14 septembre dernier. Le reportage est signé de Karim Sissé. C'est à l'aide de ces gens de pointe bien conditionnés et de ces engins que ces 2 présumés auteurs de vol opéraient dans la ville de Bobo-Dioulasso, et cela depuis plus d'1 an. À côté d'eux, leurs complices. Ils ont été finalement arrêtés par des agents de la police de la direction régionale de Bobo-Dioulasso. Selon la police, ces présumés malfrats auraient dérobé plus de 60 millions de francs CFA auprès de 7 victimes. Selon les déclarations des différentes victimes, on relève que le mode opératoire utilisé est le même, à savoir que les 10 délinquants ciblent leurs victimes depuis la banque. Ils s'arrangent ensuite pour placer des pointes sous la roue arrière du véhicule de la victime, côté opposé au conducteur, de façon à ce que, lors de sa course, ce dernier, se rendant compte qu'il a crevé, descende pour vérifier. En ce moment, l'un des délinquants remorqués
descend à son tour et s'empare de l'argent dans le véhicule, saute derrière l'engin de son coéquipier et ils disparaissent dans la circulation. Actuellement, 2 éléments du même groupe sont en fuite. Quant à ceux qui ont été arrêtés, ils seront déférés à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso en attendant leur procès. Les premiers responsables de la police ont remercié la population pour sa collaboration dans l'arrestation de ces individus. Ils leur ont par ailleurs demandé de rester vigilants afin qu'ils puissent ensemble venir à bout du banditisme dans la ville de Sia. Les autorités du port d'Abidjan se mettent à l'écoute des opérateurs économiques du Burkina. Elles ont pu recenser les difficultés que rencontrent les commerçants burkinabés au niveau du port pour envisager des solutions idoines. La communauté portuaire d'Abidjan a également présenté les opportunités qu'offre ce port et présenté aussi toutes les mesures prises pour faciliter les opérations et moderniser les infrastructures portuaires. Reportage Aboubakar Sagnon. Inviter les opérateurs économiques burkinabés à choisir le port autonome d'Abidjan pour l'importation ou l'exportation de leurs marchandises, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, accompagné de l'ensemble de la communauté portuaire, est donc venu recueillir les avis, les suggestions et les préoccupations du monde des affaires burkinabais afin d'améliorer davantage les services offerts. Selon les clients du port autonome d'Abidjan, les coûts de passage portuaire, notamment du trier, du laissez-passer, l'insuffisance de parking et de magasins d'entreposage et surtout les tracasseries routières sont les difficultés majeures auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Au Trieux, il y a actuellement des petits dysfonctionnements entre les différentes chambres de commerce. Je vous l'ai dit tantôt, ce sera corrigé rapidement. Nous sommes en train de faire des investissements pour créer davantage d'espace. Les projets sont en cours, des remblais sont prévus et je suis que d'ici fin 2014, on aura une quarantaine d'hectares supplémentaires qui seront mis à la disposition des opérateurs pour faire des magasins. Le problème des parkings, c'est réel. On travaille à résoudre ce problème-là. Le port a acquis un espace qui sera mis en valeur, en commun, avec les opérateurs, pour offrir aux camionneurs passant par le port d'Abidjan des conditions de vie acceptables. De nombreuses mesures ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire face au phénomène de la tracasserie. Et la dernière, c'est la création de l'unité de lutte contre le racket, avec un numéro vert qui est le 802 x 70 et qui peut être joint à tout moment, qui peut être appelé à tout moment, pour pouvoir obtenir ou du secours ou des renseignements. En plus de ces mesures, le port autonome d'Abidjan s'est lancé dans un vaste chantier de modernisation. Il prévoit accroître ses capacités d'accueil par l'agrandissement de son canal, la construction d'un deuxième terminal à conteneurs, d'un terminal minéralier et d'une troisième voie de desserte. Donc j'encourage les opérateurs économiques burkinabés à aller vers le port d'Abidjan, qui ces derniers temps a fait des efforts assez important pour baisser les tarifs allant de 20 à 35% pour certaines prestations. Donc c'est autant d'atouts qui nous permet nous d'être compétitifs par rapport à nos produits à l'exportation ou à l'importation. Seul port relié au Burkina Faso par le chemin de fer, le port autonome d'Abidjan ambitionne devenir le 3e port sur la façade ouest de l'Afrique, entre Tanger au Maroc et Durban en Afrique du Sud. Une nouvelle qui devrait soulager les insuffisants rénaux et les dialysés. Les examens de laboratoire et de cathéter sont désormais gratuits. Les coûts de soins passent de 71 000 à 15 000 francs CFA par séance pour les cas aigus. Reportage Maïmouna Traoré. Il y a quelque temps, ces dialysés déboursaient plus de 71 000 francs CFA pour une séance de dialyse et 17 500 francs CFA pour les examens de laboratoire, sans oublier les consommables médicaux. Grâce à une subvention du gouvernement burkinabé d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, il y a eu des progrès dans la prise en charge des dialysés et insuffisants rénaux avec de nouvelles tarifications. On paye désormais un forfait de 500 000 francs en tout et pour tout. Donc il n'y a plus de facture à la fin du mois. Voilà. Et par ailleurs aussi, il y a ce qu'on appelle la dialyse aiguë. La dialyse aiguë, c'est des patients qui ont une insuffisance rénale qu'on dit aiguë et qui a un potentiel de réversibilité assez grand. Alors parfois, on a besoin de faire 1 ou 2 séances de dialyse un peu plus. Alors avant, on payait 11 000 francs, 725 francs.
Et maintenant, avec les nouvelles mesures, la séance coûte 15 000 francs. Le centre d'hémodialyse a également acquis un groupe électrogène pour pallier les éventuelles coupures d'électricité. Son ambition est d'arriver un jour à produire au Burkina Faso l'acide, un produit qui est beaucoup utilisé en dialyse. Des progrès certes, mais jugés insuffisants par les patients. Un villageois qui quitte la province qui vient, 500 000 francs, où est-ce qu'il va trouver ça? Beaucoup en meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour ça. Donc vous voyez, 500 000 c'est beaucoup, hein? C'est pas du jeu. Et sans parler, vous voyez, la fissure. Cette fissure-là, il faut dépenser plus de 200 000 francs pour le faire. Sans compter les produits qu'il faut payer. Il y a la tension, le diabète, il y a problème de vue pour tous les malades. Moi, j'ai fait 2 opérations sur mesure, en raison de 110 000 francs par opération. Donc vous voyez, c'est pas facile. Moi, je suis fonctionnaire. Je suis présentement à 4 prêts bancaires pour pouvoir subvenir. Mais les non-fonctionnaires, il faut faire comment? L'effort de l'État va continuer, en tout cas je peux le dire, pour aussi bien nous renforcer en nombre de générateurs qu'au niveau des consommables, de manière à nous permettre effectivement de baisser encore les coûts. Une des préoccupations demeure l'insuffisance du personnel soignant au centre d'hémodialyse. Pour prévenir l'insuffisance rénale, les agents de santé conseillent les populations de pratiquer du sport et d'éviter de manger trop gras, salé ou sucré. Au ministère de la Santé, le taux d'exécution du budget est de 52% et il faut atteindre un taux repère de 90% au 31 décembre 2013. À Tinkoudou, les gestionnaires de structures déconcentrées et les acteurs se concertent pour appréhender les goulots d'étranglement à l'exécution des crédits transférés au ministère afin d'améliorer qualitativement la prise en charge sanitaire des populations. Oswald Gaïtan Sekda et Adama Koulibaly. Sous le regard inquisiteur de l'inspecteur général des services, les gestionnaires et acteurs du circuit de la dépense du ministère de la Santé se concertent sur une gestion saine et rigoureuse des ressources de l'État. Le retard dans l'exécution de certains marchés et les transmissions hors délai des pièces justificatives doivent prendre fin, l'efficacité et l'efficience étant recherchées. Il s'agit principalement pour nous de traduire à ces participants les orientations que nous recevons du ministère de tutelle, qu'est le ministère de l'économie, afin de permettre une bonne exécution du budget de l'État dans les règles de l'art. En 2013, environ 15% du budget de l'État, soit plus de 160 milliards de francs CFA, ont été alloués au ministère de la Santé. Une corrélation entre dépenses publiques et amélioration de la santé des populations s'impose donc. Harmoniser les compréhensions dans les démarches pour une gestion saine des ressources publiques mises à leur disposition. Et surtout que cette exécution budgétaire-là véritablement puisse contribuer à l'amélioration de la santé de nos populations. L'amélioration de la santé des populations dépend également de la disponibilité des poches de sang. Et à l'occasion, les gestionnaires ont fait le geste qui sauve. La CARFO prépare les fonctionnaires et les corps habillés à une fin de retraite, à une fin de carrière paisible. Toute l'information relative aux formalités et à la pension a été présentée aux futurs retraités du Centre Nord. C'était au cours d'une conférence publique au cours de laquelle la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires a fait connaître largement ses offres et ses prestations. Reportage signé de Nyakiteda. C'est un cours magistral qui est donné aux fonctionnaires, militaires et paramilitaires de la région du Centre-Nord sur les offres de la CARFO. Créée en 1986, la CARFO se veut une caisse de prévoyance sociale avec pour objectif bâtir une solidarité agissante entre les générations. Une solidarité axée sur la cotisation des générations présentes pour les dévanciers selon le directeur général de la CARFO. La présente conférence est alors un tremplin pour expliquer aux futurs pensionnés le régime de retraités géré par la CARFO, le dispositif juridique et organisationnel. Nous avons tenu à apporter à leur connaissance le contenu de 2 lois. La loi 47 qui régit le régime de retraite des fonctionnaires et la loi 022 qui régit les risques professionnels. Les dossiers se traitent en un jour. Les déclarations d'accident de travail peuvent se faire en tout lieu et en tout temps. À Kaya, il a été expliqué aux participants comment calculer la pension de retraite, les formalités à remplir pour obtenir une pension, le système de protection sociale des agents de la fonction publique et la modernisation de la CARFO pour une bonne gestion des pensionnés.
Nous pensons qu'avec cette conférence, avec les informations que nous allons avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir préparer notre retraite vraiment de façon heureuse et pouvoir aussi vivre longtemps après la retraite. Je pense que chacun d'entre nous a pu comprendre ce qu'il ne comprenait pas avant. Personnellement, je pense que c'est surtout la partie des calculs relatifs à la pension de retraite. La faible bancarisation, les fraudes et la non-concordance des informations des pièces administratives sont entre autres les difficultés auxquelles fait face la Carrefour. La Carrefour, au-delà des actions pour les retraités, intervient dans le social avec l'accord des bourses d'études aux orphelines et la visite médicale gratuite aux retraités, a fait remarquer le directeur général de l'institution aux fonctionnaires et autorités de la région du Centre-Nord. Les entreprises sont sensibilisées à adopter des mesures sûres pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs et s'assurer aussi une meilleure productivité. À Bobo-Dioulasso, les textes en matière de prévention des risques professionnels ont été expliqués aux acteurs du monde du travail. Le reportage est signé de Moumouni Baro. Au Burkina Faso, selon les statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour l'année 2010, on dénombrait 1613 cas d'accidents de travail déclarés contre environ 4000 enregistrés en 2000. Cette tendance à la baisse est à mettre à l'actif de tous les acteurs du monde du travail et du gouvernement à travers plusieurs actions. Néanmoins, beaucoup d'efforts restent à faire car le nombre d'accidents de travail touche principalement les personnels peu qualifiés dans les entreprises, d'où la recherche des solutions pour endiguer ces fléaux. Beaucoup de milieux de travail présentent des dangers parce que la législation en la matière est parfois méconnue, parce que les acteurs ne voient pas l'importance et l'intérêt de la sécurité au niveau du travail. Le milieu du travail peut présenter des dangers en termes d'accidents, mais aussi peut présenter des maladies professionnelles. C'est en vue de faire mieux connaître la législation à ces différents acteurs que nous organisons cet atelier. Cette situation des accidents de travail au Burkina Faso reste préoccupante et appelle plus d'actions de sensibilisation et de formation des employeurs et également des employés afin d'être plus efficaces dans sa profession. Si vous avez des travailleurs qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas motivés, il n'y a pas de productivité. Voilà, on se contente souvent de dire qu'on est venu pour le salaire, mais en réalité, on n'impacte pas l'entreprise. Alors que si l'entreprise n'existe pas, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'économie. Les participants ont 48 heures pour rehausser le niveau de leurs connaissances en matière de prévention des risques professionnels au sein des unités économiques. Un défi qu'il faut nécessairement relever à en croire le ministre Zakane pour répondre aux exigences du Bureau international du travail, c'est-à-dire la sécurisation des lieux de travail, un facteur constituant l'une des sources de motivation des travailleurs. La Chine investit dans le développement de la riziculture au Burkina Faso. C'est le cas dans le Ganzourgou et l'Obritenga. L'ambassadeur a visité ces champs du plateau central pour apprécier l'évolution des cultures dans cette région. Visite guidée des lieux avec Evelyne Toboum d'Abiré. Des gerbes de riz blondes en maturation, d'autres encore vertes en épiaison, c'est la physionomie des exploitations de riz pluvial visitées par l'ambassadeur de la Chine-Taïwan. C'est à Saté, dans la commune rurale de Nagrongo, que s'étend cette exploitation de 45 hectares. Pour cette première année d'exploitation, les 145 producteurs ont bénéficié des appuis multiformes de la Chine-Taïwan, d'où cette visite de l'ambassadeur Sen Shenghong. C'est pour voir notre projet, est-ce qu'il se porte bien, est-ce que notre coordinateur du projet a bien exécuté le projet, et pour voir aussi est-ce que les paysans ont vraiment bénéficié des savoir-faire et des technologies offertes par notre technicien. Ici, la variété mise en terre est le FKR19 qui a des avantages certains. Ce riz présente ici un net avantage. Ça a une capacité de résistance de la sécheresse. Ça c'est un. Et ça produit aussi beaucoup. Et ça n'a pas besoin également, bien sûr, ça n'a pas besoin d'assez d'eau pour produire. À cette première halte, les producteurs n'ont pas manqué de relever les difficultés rencontrées. Au début, l'eau est venue envahir les diguettes. Il fallait recommencer les travaux. Et tout ça, ça a fait que ça a été des difficultés.
Après Saté, ce sont les producteurs du village de Rapadama de la commune rurale de Moctedo qui ont accueilli l'ambassadeur et sa délégation. Autre lieu certes, mais des similitudes dans la physionomie des champs. Même variété de riz cultivé, plan en épiaison et maturation, état phytosanitaire stable. Mais à Rapadama, quelques parcelles sont au stade de montaison et d'autres jaunies dues aux poches de sécheresse. Il y a un problème de pluie parce que ça vaut 12 jours. Il y a une poche de sécheresse de 12 jours et là, le bas-fond est vraiment sec. Et quand c'est comme ça, ça joue vraiment sur le remplissage des grains. Dans ces deux localités visitées, un entretien a fait suite à la visite des champs. Des doléances ont été faites, au nombre desquelles le besoin de tracteurs, de routes, de magasins de stockage. Séance tenante, des solutions provisoires ont été trouvées pour le stockage. Des conteneurs seront mis à la disposition des producteurs. Au terme de sa visite, l'ambassadeur satisfait apprécie. Bon, jusqu'à maintenant, on peut dire que la sortie d'aujourd'hui, on est satisfait. Pour nous, au moins, les deux sites que nous avons visités, les paysans ont bien travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. Ces deux exploitations sont le fruit d'une demande formulée par la population. À présent, nous retrouvons Marguerite Douagneau pour la page spéciale CITO. Bienvenue à tous à notre page spéciale CITO que nous ouvrons ce soir par une visite de la foire d'exposition. Une visite en compagnie du ministre de la Culture et du Tourisme qui avait à ses côtés ce matin son homologue ivoirien. Les deux ministres ont visité les stands d'exposition dans les deux pavillons à la satisfaction totale du premier responsable du tourisme ivoirien, M. Roger Kako, qui ensuite a parlé de la nouvelle politique de relance du tourisme en Côte d'Ivoire aux hommes des médias. Voici pour vous les temps forts de cette matinée. C'est avec Abdul Rasmane Zongo. Que serait une manifestation du CITO sans la participation du pays frère et ami, la Côte d'Ivoire? C'est difficilement imaginable, voire impossible. C'est dans ce contexte que se confirme ce 28 septembre 2013 au CITO la présence du ministre ivoirien du Tourisme. Roger Kakou et son homologue burkinabé Baba Ama ont fait le tour des stands du pavillon professionnel et du pavillon des régions et des métiers connexes. C'est une fierté pour le Burkina Faso, mais c'est aussi une fierté pour l'Afrique, pour la sous-région d'abord, mais l'Afrique en général. Nous avons eu l'occasion de voir quelques stands, de voir les stands de pays amis et frères et les stands de certains opérateurs privés. Je crois qu'on est fiers de ce qui est fait ici. Et nous, en Côte d'Ivoire, on s'inspire du Burkina Faso, parce que le Burkina Faso a beaucoup à nous apprendre, avec le FESPACO, les différents salons qui sont organisé ici au Burkina Faso. On a beaucoup à apprendre et c'est dans ce cadre-là que notre présence pour nous est très intéressante. En marge de la visite, Roger Kakou a échangé avec les hommes de médias sur la nouvelle politique de relance du tourisme ivoirien. Pays aux atouts touristiques et hôteliers, dont 8 parcs nationaux, 300 réserves naturelles et 3 sites reconnus par l'UNESCO, la Côte d'Ivoire lance bientôt une offensive de séduction touristique sur les marchés asiatiques, européens et africains. Nous avons un invité ce soir dans notre journal du CITO. Nous recevons le ministre ivoirien du Tourisme qui est là depuis hier à Ouagadougou pour assister au 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. C'est donc un plaisir pour nous de vous recevoir, monsieur le ministre, sur notre plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir sur votre plateau. Merci en tout cas de nous accorder cet entretien. Qu'est-ce qu'une manifestation comme le CITO peut apporter au tourisme de la sous-région ou de l'Afrique en général? Et d'abord, je dois dire que le Salon international du tourisme et l'hôtellerie de Ouaga, le CITO, on est à sa 10e édition.
Donc il était important pour nous, Ivoiriens, de venir célébrer ce 10e anniversaire auprès de nos frères du Burkina Faso. Bien sûr, profiter de la riche expérience du Burkina Faso en matière d'organisation de salons et par la même occasion, bien sûr, présenter les potentialités touristiques de notre beau pays. On repart enrichi de ce qu'on a vu et comme je vous l'ai dit, nous saurons profiter de cette expérience-là pour les salons qui viennent, dont le salon du tourisme et de l'hôtellerie d'Abidjan, que l'on organise au mois de février prochain à Abidjan. Alors, Monsieur le ministre, parlant du tourisme en général, on sait que c'est une grosse industrie, en tout cas au plan mondial. On sait l'apport inestimable du tourisme à l'économie généralement. Mais quand on regarde le tourisme en Afrique de l'Ouest en particulier, on voit que c'est une industrie qui a toujours du mal à décoller. Qu'est-ce que, à votre avis, empêche réellement l'industrie touristique de la sous-région de prendre vraiment son envol? Alors le tourisme, comme vous le dites si bien, est une grosse industrie. En fait, c'est la première industrie de services au monde. Plus de 1000 milliards de dollars de recettes. On a dépassé le milliard de touristes en l'an 2012. Et pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique est, je dois dire, le parent pauvre de ce tourisme mondial, de ce commerce mondial. On a l'Afrique du Nord avec la Tunisie, le Maroc, l'Égypte qui tirent leur épingle du jeu. On a l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est avec le Kenya, la Tanzanie, qui sont des pays qui profitent de cette manne touristique. L'Afrique de l'Ouest, malheureusement, n'a pas encore su profiter de cette industrie qui est créatrice d'emplois et qui est réductrice de pauvreté, tout en maintenant, ça il faut le souligner, l'environnement. Mais les gouvernements d'Afrique de l'Ouest ont pris conscience de l'importance de cette industrie pour nos économies. Et on le voit, tous les pays de la sous-région maintenant font un effort pour pouvoir développer leur tourisme, pour pouvoir exploiter les potentialités touristiques qu'ils offrent. Et il y en a beaucoup dans les différents pays. D'ailleurs, dans ce cadre-là, on discute avec mon homologue burkinabé pour pouvoir développer des circuits intégrés qui réuniraient les potentialités touristiques du Burkina Faso et celles de Côte d'Ivoire pour que les touristes qui viennent lors d'un séjour unique puissent voir les sites touristiques des deux pays à travers différents circuits, différents produits que l'on est en train de développer. Alors vous êtes venu également, Monsieur le ministre, parler un peu de la nouvelle politique ivoirienne de tourisme. Juste avant de parler de cette politique, est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit peu le point de la situation du tourisme en Côte d'Ivoire? On sait qu'elle vient de traverser quand même une crise assez importante. Comment se porte le tourisme au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous savez que le tourisme est une industrie qui est sensible aux facteurs paix, stabilité. Et forcément, quand un pays comme le nôtre est en crise, le tourisme en pâtit. Donc, tout est à refaire. On a des problèmes d'organisation du cadre réglementaire en Côte d'Ivoire. On a des problèmes de réhabilitation des réceptifs, de réhabilitation des infrastructures. Et parallèlement, on doit faire de la promotion de la destination et faire passer le message que la Côte d'Ivoire est de retour. La situation est normalisée, la stabilité est de retour, les problèmes sécuritaires ont disparu. Ce message doit passer et c'est ce à quoi s'emploie Côte d'Ivoire Tourisme, qui est le bras en commercialisation, distribution, promotion du ministère du Tourisme. Alors un dernier mot, Monsieur le ministre, c'est sur le thème du CITO. Ici, on parle vraiment de l'importance des TIC pour le tourisme, pour le secteur du tourisme. On sait que de toute façon, les TIC sont désormais incontournables. Et comment vous appréciez ce thème réellement pour les opportunités aussi que les TIC peuvent offrir au tourisme africain? Les technologies de l'information et de la communication sont effectivement incontournables. Si vous remontez à 20 ans en arrière, les agences de voyage, par exemple, émettaient des billets, touchaient des commissions des compagnies aériennes.
Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de système de commission. Les voyageurs vont sur les sites internet, réservent leur billet d'avion, réservent leur place d'hôtel et tout se fait sur le net. Donc il ne faut pas rester en retrait de cette évolution-là. Et c'est pour ça que le thème qui a été choisi par le Burkina Faso pour le salon 2013 est très opportun. Et je dois dire que c'est l'avenir. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Merci pour cet honneur. Et puis, c'était un plaisir, en tout cas, pour nous de vous recevoir sur le plateau du 20h de la télévision de Burkina. 45 kg pour chaque ivoire. C'est l'œuvre des braconniers. Vous l'aurez compris, tourisme et braconnage ne font pas bon ménage, bien au contraire. Et à cette édition du CITO, le cri du cœur des concessionnaires des zones de chasse, c'est bien sûr l'aide contre le braconnage. Et cette année, la sensibilisation se mène surtout pour la protection des aires protégées et pour la sauvegarde des ressources fauniques pour l'avenir. Voici pour vous cette problématique mise en exergue au CITO 2013. C'est avec Abdoul Rasmane Zongo. Derrière cette exposition de richesse et de beauté faunique à ce 10e CITO, se cache une triste réalité de braconnage. Éléphants, gibiers, biches et autres animaux sont victimes de la loi injuste des prédateurs humains. Témoignez vous-même ces images qui ont pour vilain nom le braconnage tue le tourisme. C'est vrai qu'il y a d'autres sites de tourisme, mais vous avez la possibilité de faire également la photo, pas uniquement la chasse. Vous avez la possibilité également de chasser. Vous avez la possibilité de faire de la pêche. Difficultés, nous en avons d'une manière générale. À l'est, les éléphants qui ont été braconnés, uniquement pour cette année, je peux vous rassurer que nous pouvons avoisiner une centaine d'éléphants. Concessionnaires, guides de chasse et autres responsables des aires protégées voient en ce rendez-vous touristique également une belle opportunité pour fixer l'attention de tous sur le braconnage, un véritable poison de l'industrie touristique. Et je crois que le CITO nous offre une opportunité pour effectivement promouvoir la destination de ces aires protégées, de manière à ce que ces aires protégées ne soient pas seulement un réservoir de biodiversité seulement, mais que ce soit aussi un outil de développement pour l'ensemble du pays. Pour participer à une meilleure conservation de la biodiversité et des écosystèmes, a été créé en 2012 le programme d'appui au parc de l'Entente PAPE. Soutenu par des partenaires techniques et financiers, le PAPE a une durée d'exécution de 5 ans, couvre les parcs W, Arli et Pendjari, que se partagent le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Niger. La RTB est au CITO 2013. La chaîne, toujours au cœur des grands événements, ne pouvait manquer à ce rendez-vous du donner et du recevoir du monde du tourisme. La RTB, qui est déjà la fenêtre ouverte du Burkina à travers le monde, est au cœur du thème du CITO 2013. Voici donc pour vous le stand de la RTB au Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Édition 2013, c'est avec Yolande Lompo. La télévision, la radio, tout comme la presse écrite ont besoin d'être en phase avec les technologies de l'information et de la communication pour mieux se faire connaître et vendre leurs produits. Et cette 10e édition du CITO leur offre cette opportunité. La destination Burkina Faso est à inscrire dans vos agendas tant le pays a encore beaucoup de choses à faire découvrir. Et dans ce stand, la radiodiffusion télévision du Burkina vous propose quelques-unes des facettes de cette riche culture. La RTB n'est pas à sa première édition au CITO. Nous proposons des CD comme d'identité culturelle et quelques films documentaires sur les sites touristiques du Burkina. On a des produits comme des chemises, des t-shirts que vous voyez, des casquettes, il y a des sacs aussi. On a des CD aussi comme affaires publiques, et la première saison et la deuxième saison. On n'a pas la troisième saison parce que présentement c'est en diffusion sur la RTB. Le CITO referme ses portes le dimanche prochain, mais d'ici là vous pourrez faire un tour pour déguster quelques mets et voir les opportunités qu'offre le secteur du tourisme. Voilà, Djima, c'est tout pour ce soir. À demain pour finir à beauté cette édition 2013 du CITO, si vous le voulez bien.
Merci à Marguerite Douanioua et à toute l'équipe qui nous a mis au cœur de l'événement CITO. Suite de ce journal, c'est ce dimanche 29 septembre que se tiendra la finale de la 14e édition de Fitini Show à Bobo-Dioulasso. Comment se prépare l'événement qui mobilise le public à Bobo-Dioulasso? Réponse avec Karim Sissé. Préparatifs vont bon train. Nous avons déjà la délégation de la Côte d'Ivoire qui est arrivée. Demain, nous aurons la délégation du Niger et du Mali. Donc ça veut dire que aussi les artistes invités ont confirmé. Ils seront bel et bien là. Vous savez que lorsque nous devrons accueillir des invités de marque, des autorités, la pression monte. Nous sommes dans l'organisation, nous sommes en train de tout faire pour que l'organisation soit parfaite. Les difficultés ne manquent pas. Mais nous essayons de faire face parce que Fitini Show, ça fait 14 ans que nous organisons, donc nous avons aussi une expérience là-dedans. Nous essayons de faire de notre mieux pour que la manifestation soit un grand succès. La grande finale est prévue pour le stade Wobi parce que nous avons constaté que le théâtre de l'amitié n'arrive plus à contenir les enfants. C'est ce dimanche 29 à 14h au stade Wobi de Bobo-Dioulasso avec tous les artistes. Et nous aurons aussi les invités comme son Excellence, les autorités locales et aussi la présence aussi de notre invité d'honneur qui est Mme Vanessa Touré. Il faut dire que comme on a déménagé maintenant au stade Wobi, on a prévu pas mal de choses. On a prévu d'abord plus de 4000 chaises qui dépassent déjà le théâtre de l'amitié en plus des gradins. On a un podium d'une dimension de 12 mètres sur 6 et nous avons aussi la plus grande sonorisation de la place. Et nous croyons vraiment qu'avec ça, on pourra vraiment maintenir le cap. Les associations et groupements féminins peuvent acquérir des technologies de production et de transformation avec des financements du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Les mécanismes de financement de ce fonds ont été expliqués aux femmes du plateau central en présence de Moussaki. Nestorine Sangaré reprend du service pour suivre les initiatives et les activités en vue d'assurer l'autonomisation des femmes. À Zignaré, le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre échange avec les responsables des associations et groupements féminins. Faire en sorte que les femmes puissent être orientées dans le choix des technologies de production et de transformation est l'une des innovations majeures des activités de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Nous sommes expliquer aux femmes qu'est-ce qui change cette année dans le cadre de la mise en œuvre de cette composante et leur donner le maximum d'informations pour le choix des technologies qui seront mises à leur disposition. Nous avons privilégié cette année donc les activités de tissage, de couture, les activités de transformation, la production de beurre de qualité. Et au niveau de la production également, nous avons certaines activités qui sont ciblées. Cette rencontre entre les responsables en charge de la promotion de la femme et du genre et ceux des associations et groupements féminins constitue la 8e étape de la tournée de concertation et d'échange sur les activités du ministère. Une démarche qui est bien appréciée par les autorités du plateau central. Nous espérons que cette rencontre va les éclairer, va leur donner toutes les informations afin qu'elles puissent se retrouver au sein de leur regroupement, leur association, pour formuler des demandes à même de pouvoir les amener à pouvoir s'auto-équiper et puis investir pour améliorer justement leurs conditions socio-économiques, partant des conditions socio-économiques même de la région. Le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes concerne les associations et groupements féminins existants avec un principe de remboursement de 50% et d'un délai d'exploitation de 6 mois sans intérêt. Les responsables du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre comptent ainsi améliorer le revenu et la qualité de vie des femmes d'ici à la fin du programme prévu pour fin 2014. L'association catholique Bon Berger lance ses activités par une nuit de prière ardente au stade municipal de Ouagadougou. Akabor se présente comme une association d'éveil de la foi et d'aide aux jeunes. Elle ambitionne étendre ses activités à tout le Burkina et au-delà des frontières. L'association bénéficie pour cela du soutien de l'Église et de son parrain, le Premier ministre.
nuit de prières et de louanges dans la cuvette du stade municipal de Ouagadougou en ce vendredi 27 septembre 2013. L'association catholique Bon Samaritain à Kabos, en communion avec les fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Ouagadougou, expérimente la puissance de Dieu. On a surtout prié pour la paix dans les cœurs et dans les familles, la paix au Burkina et dans le monde. C'est une veillée de prière qui marque la naissance de l'association en tant que mouvement de jeunesse de l'Église catholique. Elle a pour mission finale le salut de tout l'homme et de tous les hommes. Voilà. Et donc elle a deux grands ministères pour pouvoir cadrer véritablement cette vision-là. Il y a un ministère d'évangélisation et il y a également le volet social, où nous prévoyons un centre médical pour donner un salut corporel aux personnes souffrantes, un centre d'entrepreneuriat pour aider toute personne porteur de projets, pouvoir réaliser, pouvoir s'auto-prendre en charge et également créer de l'emploi pour d'autres. Également un centre d'écoute et d'accompagnement intégral. Akabos dit entamer le combat dans ses différents axes avec 14 membres, main armée du Saint-Esprit. L'association bénéficie également de l'accompagnement du clergé et du soutien de leurs parrains, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao. Le Burkina Faso a besoin de prières aujourd'hui et nous sommes très heureux que ce soit les jeunes eux-mêmes qui s'organisent pour faire ces prières-là. Et nous avons souhaité donc que leurs prières soient entendues, que leurs vœux soient exaucés, parce que nous savons que tout ça, ce sera pour le bien du Burkina Faso. L'Église catholique accueille, s'il vient du Saint-Esprit, on l'accueille et il fera son chemin. Et l'Église, au fur et à mesure, en l'accompagnant, en fera un instrument pour le salut et pour l'évangélisation. Aller et porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre, a dit le Christ dans l'Évangile. Akabos a fait désormais sienne cette mission. Elle s'engage à éveiller la foi et à aider les jeunes partout au Burkina et dans le monde. La Jeune Chambre internationale pour une eau propre, c'est le thème de la 28e Convention internationale de la GISAIE. La Convention va faire un bilan des activités de l'année 2013, élire le nouveau bureau et comme il fallait s'y attendre, l'ombre du sénateur Palinfo a plané à l'ouverture. Reportage de Ernest Kambiré. L'émotion de la disparition brutale du sénateur Gaston Palinfo, président national de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso, était encore réel et palpable ce matin à l'ouverture des travaux de cette 28e Convention nationale. C'est donc entre hommage, reconnaissance et rappel des principes, missions et visions de la Jeune Chambre internationale que les membres ici réunis vont faire le bilan des activités de ce mandat de 2013, élire un nouveau comité directeur national et adopter le plan d'action du mandat à venir. Au cours du mandat, il y a eu des formations organisées à l'endroit de nos partenaires, des cours officiels organisés à l'endroit de toutes nos organisations. Il y a eu des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, sur le civisme en milieu scolaire. Il y a eu des dons aux réfugiés maliens dans les camps de Pavré, en collaboration avec l'association Vivens. Il y a eu des reboisements, il y a eu des dons dans les districts sanitaires au profit de notre communauté. Et pour jeter les bases du prochain mandat, le parrain de cette 28e convention a invité ses filleuls à maintenir le cap pour placer la jeunesse burkinabé au cœur du développement en lui donnant la capacité de créer des changements positifs. Aujourd'hui, notre jeunesse a besoin d'encadrement. Elle a besoin d'être soutenue sur le plan du civisme. Elle a besoin d'être soutenue sur le plan de l'emploi. Elle a besoin d'être soutenue sur le plan de l'idée qu'on doit avoir de sa nation, de sa patrie, de la contribution qu'on doit donner à sa communauté. Et la Jeune Chambre poursuit tous ces objectifs. Et c'est là, je n'ai pas besoin tellement de conseils particuliers à leur donner, sauf à demander qu'ils persévèrent dans ce qu'ils font déjà pour mieux le faire et pour s'engager encore davantage. Près de 500 délégués issus des organisations locales membres du Burkina Faso, des organisations nationales sœurs de la sous-région, d'amis et sympathisants du monde entier sont attendus à ce rendez-vous qui devrait permettre d'échanger autour de la Jeune Chambre internationale pour une eau propre. Je pense que ce thème-là est un thème central, un thème vital pour notre pays et je viens saluer le choix de ce thème et je viens encourager cette jeunesse organisée parce que c'est de la jeunesse organisée que nous pourrons donc tirer des sources de satisfaction pour le développement de notre pays aujourd'hui et demain.
Et pour gagner le pari de faire du Burkina Faso une terre de possibilités et d'opportunités à la mémoire du sénateur Gaston Palinfo, 8 nouveaux membres ont fait leur entrée dans la grande famille de la Jeune Chambre internationale Burkina Faso. Un nouveau club de la presse voit le jour au Burkina Faso. Il porte le nom de Club de la presse et de la communication du Burkina Faso. Cette organisation se propose de donner un nouveau visage à la presse burkinabèse. Ses membres étaient en assemblée générale ce matin. Ousmane Drabo et Adama Koulibaly. À cette cérémonie, journalistes, communicateurs et techniciens étaient présents pour mettre en place le Club de la presse et de la communication du Burkina Faso, CPC-BF. Cette association vise principalement la redynamisation et le renforcement des capacités des professionnels de l'information et de la communication du Burkina pour une presse digne de ce nom. Le conseil d'animation, organe administrateur du club, compte donc relever les défis avec sérénité. C'est d'abord de consolider cette idée qui est née avec un certain nombre de camarades, pour l'élargir et faire en sorte que ce club-là appartiennent à toute la profession, que tous ceux qui sont dans cette profession au Burkina Faso puissent y adhérer. Comme je l'ai dit, c'est un espace vraiment de solidarité, un espace de débat ouvert, sans coloration politique, ni religieuse, ni ethnique. Le CPC-BF vient apporter également un nouveau souffle aux actions des associations déjà existantes. Il est ouvert à tous les hommes de médias burkinabés. C'est donc un club par nature ouvert à tous les professionnels de la communication du Burkina Faso, journalistes comme communicants, et tous les métiers qui sont liés aussi à la collecte et au traitement de l'information. Composée de 5 collèges et 4 commissions, cette nouvelle association compte élargir ses sections à d'autres localités, en plus de celle de Ouagadougou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le grand journal de fin de semaine.